Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Steve Biko, orateur des parlements et Agora, votre serviteur de tous les jours. Je viens ce soir, à partir de cette vidéo, partager un certain nombre de réflexions concernant l'identité et le parcours de deux grands leaders. Un est décédé, un est encore vivant. Voilà, celui qui est décédé s'appelle Etienne Tshisekedi. Il est du Congo-Kinshasa. Et celui qui est vivant, il se nomme le président, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Il est à la Cour pénale internationale. Bien. Etienne Tshisekedi a 50 ans de vie politique. Laurent Gbagbo a 52 ans de vie politique. Parce que Laurent Gbagbo a commencé la politique à l'âge de 19 ans. Voilà, je l'ai lu lorsqu'il était en train d'être interviewé par une presse occidentale. Donc c'est là que j'ai lu l'interview là, où lui-même il a dit qu'il a commencé la politique à l'âge de 19 ans. Donc je ne suis pas en train d'inventer. Donc Laurent Gbagbo, 52 ans de vie politique, Etienne Tshisekedi, 50 ans de vie politique. C'est que Etienne Tshisekedi a un parcours différent de Laurent Gbagbo. Et Etienne Tshisekedi est issu d'un peuple qu'on appelle le peuple congolais, qui, eux, ont leur façon de voir la lutte. Voilà. Par contre, Laurent Gbagbo est issu du peuple ivoirien, qui, eux, ont aussi leur façon de voir la lutte. Etienne Tshisekedi, il a d'abord travaillé avec Mobutu. Et après, il s'est détaché de Mobutu. Et quand il s'est détaché de Mobutu, automatiquement, il s'est opposé à tous ses actes. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Il a pratiquement fait 10 ans de prison. Mais pendant qu'il était en prison, il alimentait ses connexions pour que, à partir de ceux qui ont fait asseoir Mobutu au pouvoir, il puisse avoir ce qu'on appelle une liberté. Et Dieu merci, il a réussi cela. Quand il est sorti de prison, il a commencé par pactiser un peu avec les Occidentaux, pendant qu'il était opposant de Mobutu. Par contre, Laurent Gbagbo, lui, il a fait 4 fois la prison. Aujourd'hui, il a sa 5e prison. Donc lui, quand il a commencé la politique, il a d'abord été enseignant. Voilà, il a été enseignant à l'université. Et il a mis sur pied un mouvement syndical qu'on a appelé le SINARES. Et puis ensuite, il a créé un parti politique. Lui, il a refusé d'entrer dans le gouvernement du Houphouët-Boigny. Il s'est farouchement opposé à Houphouët-Boigny depuis le commencement jusqu'à ce qu'il soit en exil. Vous voyez qu'il y a une différence. L'autre, lui, il accepte de pactiser avec ceux qui ont mis Mobutu au pouvoir pour avoir une liberté, mais en même temps pour combattre Mobutu. Et pendant qu'il était en train de combattre Mobutu, il avait la caution du peuple avec lui. Il était soutenu par le peuple. Mais Mobutu était assis sur 3 systèmes. Voilà. Le système belge, le système Foka, qui est le système français, et le système je peux dire, triangulaire, qui n'est que le système des Américains, qui est contrôlé et dirigé par la CIA. Donc Mobutu est un homme puissant, un homme très fort. Donc pour le déloger, ça a été très difficile. Ça n'a pas été facile. Donc effectivement, Etienne Tshisekedi, dans sa vision, il fallait négocier beaucoup avec Bruxelles, puisque le Congo-Kinshasa étant une colonie belge, il fallait plus négocier avec eux. Mais Bruxelles est ralliée à la France. Bruxelles est ralliée aux États-Unis, pour ne pas dire à la reine d'Angleterre. Donc si tu as eu la caution des Belges, il va falloir aussi que les Britanniques, les Américains et les Français donnent leur caution. Donc il y avait toujours un problème.
Et pendant que les Belges essayaient de lever le pied, mais les Américains n'étaient pas pour. Donc ça a permis à Mobutu de se pérenniser au pouvoir à un certain moment donné, pendant plusieurs années. Par contre, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. Laurent Gbagbo, pour chasser Paoufo Boigny, a été contraint en exil. Il était obligé d'aller en exil. Et pratiquement 6 ans qu'il a passé en France, il a pris le temps de détecter le mal même de l'Afrique, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire. Donc il a étudié, il a réfléchi, et pendant son temps d'exil, il a mis sur pied son mouvement qui est devenu un parti politique qu'on a appelé le Front Populaire Ivoirien. Voilà. Lorsqu'il avait fini son travail de façon politique, parce que lui, il est très politique, alors il a trouvé bon de rentrer. Et il a profité d'une crise, d'une faille. C'est-à-dire la faille, c'était quoi? C'était Mitterrand face à Houphouët-Boigny. Il y avait un petit conflit entre eux. Donc il fallait profiter de cette faille-là pour rentrer au pays. Donc il s'est adossé à Mitterrand pour demander à Mitterrand de l'aider à rentrer. C'est comme ça que Mitterrand, qui était en froid avec Houphouët-Boigny, a mis en garde Houphouët pour dire ce monsieur-là, il faut qu'il rentre au pays. Mais attention à toi de ne pas le toucher. C'est comme ça que Laurent Gbagbo est rentré. Mais même Laurent Gbagbo, avant qu'il ne rentre, on lui a même fait cette proposition-là pour lui dire que nous souhaiterions que tu renverses Houphouët-Boigny, ce qu'il a refusé. Par contre, Mitterrand a accepté de l'aider à rentrer parce que Mitterrand était dans un conflit, un petit conflit avec Houphouët-Boigny. Mais comme la France du système Foccart, ils n'avaient jamais confiance à un individu comme Laurent Gbagbo parce qu'ils voyaient en lui un brin de nationalisme, alors ils ont trouvé bon de le faire suivre par un certain monsieur qu'on a appelé Dramane Ouattara. C'est comme ça que Laurent Gbagbo est rentré en 88. En 89, il a été suivi par Alassane Dramane Ouattara. Donc, Laurent Gbagbo rentre. Il ne prend pas le temps de regarder le pouvoir. Lui, il va dans les villages, dans les campements et dans les hameaux pour expliquer sa vision et pour expliquer ses pensées concernant sa démarche politique. Donc, il prend beaucoup de temps à expliquer cela à ses parents qui sont dans des contrées les plus reculées, dans des villages un peu partout. Et il prend beaucoup d'années pour expliquer cela. Parce que le peuple ivoirien était très hostile. Le peuple ivoirien avait déjà été, je vais dire, dompté par Houphouët-Boigny. On faisait payer la carte du PDCI aux Ivoiriens. De gré ou de force, on leur faisait payer cette carte-là. Donc c'était une dictature voilée. Et à tel enseigne que le peuple était acquis à la cause du Houphouët-Boigny qui était considéré comme un roi. Donc tu ne vas pas dire à un peuple de se désolidariser d'un roi. Donc c'était très difficile. Il fallait aller vers le peuple. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Mais par contre, Étienne Tshisekedi, lui, il n'est pas allé vers le peuple. Lui, plutôt, il allait vers les Occidentaux. Il allait plutôt vers les détenteurs des faiseurs de rois. C'est-à-dire ceux qui se permettent de choisir les rois dans ce pays qui est le Congo-Kinshasa. Et pendant plusieurs années, il a eu à discuter, dialoguer avec eux pour que ceux-là puissent convaincre leurs alliés. Mais ça n'a pas pris. Ça a pris beaucoup d'années. Qu'à un moment donné, ces Occidentaux, les Belges même, se sont sentis obligés de se débarrasser de Mobutu. Ils ont trouvé bon d'alimenter une branche armée dirigée par Désiré Kabila père. Alors, c'est comme ça qu'ils ont entendu et ils ont accepté les propos d'Étienne Tshisekedi. Parce que Étienne Tshisekedi, qui a longtemps négocié avec eux, leur avait demandé d'empêcher Mobutu d'être alimenté en armes pour permettre à Désiré Kabila de surgir et de frapper de façon habile, de façon juste. Et c'est ce qui a marché, c'est ce qui a réussi. Ça crée vraiment une joie populaire. Malheureusement, la branche armée dirigée par Désiré Kabila n'a jamais voulu s'associer à Étienne Tshisekedi,
qui était pour le peuple congolais un grand démocrate. Un grand démocrate et l'homme le plus courageux qui prenait sur lui la décision de s'opposer à Mobutu. Voilà, parce que Mobutu, lui, ne jouait pas avec ses opposants. Donc malheureusement, Désiré Kabila n'a pas accepté de coopérer avec lui. Il est resté toujours dans l'opposition. Il a continué le combat. Mais pendant qu'il menait le combat, pendant qu'il continuait le combat, et pendant qu'il était sincère dans sa façon de marcher, il y avait certains qui étaient avec lui, qui passaient tout leur temps à exposer leur traîtrise, à monnayer leur traîtrise. Et donc, ils monnayaient, ils vendaient leur traîtrise à bras le prix. Et puis, ils essayaient de se caser. Donc, Étienne Tshisekedi se retrouvait à chaque fois et à chaque 5 ans, pour ne pas dire chaque 2 ans, chaque 3 ans, avec de nouvelles personnes. Et donc, plus il se retrouvait avec de nouvelles personnes, plus la lutte se fragilisait. Et aujourd'hui, où je vous parle, le doyen, le grand leader de l'histoire politique du Congo-Kinshasa s'est éteint. Il est parti. Voilà que les Congolais pleurent et ils sont en deuil. C'est terminé. Ils n'ont pas pris soin de leur cerveau, ils n'ont pas pris soin de leurs joyaux, ils n'ont pas pris soin de leur richesse. La richesse politique s'est éteinte. Le monsieur est mort. C'est regrettable et c'est très amer. Pendant que le monsieur se battait, et il passait, la majorité des Congolais passaient tout leur temps à danser. Même qu'aujourd'hui, ils passent tout leur temps à danser. Pour eux, la danse était mieux que la conquête de la richesse du Congo. Or, le Congo, pendant des années et plusieurs années, le Congo est pillé par les Occidentaux jusqu'à aujourd'hui. Or, cette richesse congolaise, cette énorme richesse congolaise est un scandale. Elle peut nourrir tous les citoyens congolais durant des centaines d'années, de génération en génération, seulement avec une bonne personne à la tête du pays, dans un cadre bien organisé. Voilà, aujourd'hui, ils ont mal géré et ils ont maltraité leur leader. Par contre, Laurent Gbagbo, lui, il allait à la conquête du peuple. Il allait convaincre le peuple. Il a réussi à avoir gain de cause. Le peuple lui a donné son oui. Le peuple lui a dit oui. Et le peuple lui a donné sa caution. Et puis, il a fait son programme. Le peuple a accepté ce programme. Et le peuple a permis à Laurent Gbagbo d'accéder au pouvoir d'État. Lorsque Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir d'État, il a dirigé. Et ce qu'il a promis, il a réalisé. En moins d'une année, il a réalisé cela. Quand il est arrivé au pouvoir, le prix du cacao est monté à 1000, 1200. Il a libéralisé le secteur de la filière café-cacao. Il a permis aux planteurs, à ceux à qui il parlait là, de diriger eux-mêmes leur filière. Il a réussi cela. Il a permis la détection de tout le territoire ivoirien, où on a découvert des gisements pétroliers et des gisements gaziers. Mais on ne savait pas qu'on attirait sur nous des monstres et des démons pour nous dévorer. Il a essayé d'organiser la filière EVA palmier à huile. Il restait maintenant à organiser la filière Anacat coton. Et puis ensuite, essayer de parachuter l'esprit monétaire, c'est-à-dire le changement de monnaie. Voilà qu'une rébellion frappe. Et cette rébellion frappe, mais en pleine gestion, le peuple est fragilisé, le peuple est endeuillé, les Ivoiriens sont perturbés, le pouvoir est fragilisé, mais malgré cela, il a tenu pendant au moins 8 années à payer les fonctionnaires régulièrement. Il n'y a pas arriéré de salaire. Il y a même eu augmentation de salaire. Il y a même permis à des fonctionnaires d'aller prendre même avant sur salaire à un moment donné. Il fallait trouver maintenant un schéma pour permettre à tout le peuple, c'est-à-dire à la jeunesse, d'être épanouie.
Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été le cas. Nous avons été, je peux le dire, réveillés nous avons été envahis par plusieurs forces étrangères pour nous dompter. Mais nous dompter, c'est trop dit. Peut-être que c'est un peu plus sage et apaisé. Mais nous tuer, nous massacrer. Et puis, nous canaliser, nous contrôler. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le cas. Dieu merci, notre leader n'est pas mort. Il est à la Cour pénale internationale. Voilà la chance que nous avons par rapport aux Congolais qui n'ont pas cette chance-là. Donc nous, Ivoiriens, faisons en sorte de ne pas perdre ce joyau, cette richesse incarnée à la personne du président Laurent Gbagbo. Faisons en sorte de ne pas le perdre. Chers camarades, nous avons encore de l'espoir parce que notre mentor est encore en vie. Aucune personne ne peut se valoir le remplacer. Maintenant, là où il est vivant, aucune personne. Voilà. Lui, il est en train de continuer la lutte avec les détenteurs du monde, avec les décideurs du monde. Par contre, sur le terrain, nous avons notre confiance en son vice-président Sangaré Abdraman. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tout le peuple ivoirien. Malheureusement, nos frères du Nord, qui ont été en majorité trahis et qui ont été en majorité dans leur ignorance, ont été trompés par Draman Ouattara, se rend compte que ce monsieur-là, c'est un gros voleur. Alors, vous allez écouter ensemble ce son. Il se rend compte que c'est un voleur. Hein? Vous entendez, non? Ça, c'est pas moi qui ai fait. Ça s'est passé aujourd'hui aux deux plateaux, devant Sokosé. Voilà. Où les militants du RDR crient à dos voleurs. Là, maintenant, hein, Braviche, Wari Fache, celui qui a promis des milliers de milliards à toute la Côte d'Ivoire. Mais il a profité de sa promesse pour piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un grand voleur. Mais nous on le disait que c'était un voleur. Est-ce que vous nous avez cru? Aujourd'hui, vous criez à dos voleurs. Moi je ne savais pas ça. Ça c'est un bon refrain. Hein? Ouais, c'est un très bon refrain. Non, je vais bisser encore. Et j'espère qu'on ne va pas me dire le contraire. Non, le pays va très mal. Heureusement que nous, les Gbagboïs, on les observe et on les regarde. Ah ouais? On les observe et on les regarde. La vie continue. C'était ça, mes propos de ce soir. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie.